Le coup de feu résonnait dans les oreilles de Clyde Hargrove depuis maintenant 3 jours. Pas un vrai coup de feu. Le souvenir de celui-ci, le poursuivant vers l'ouest en direction du fleuve Colorado où il espérait laver la culpabilité de ses mains. Son cheval descendait avec précaution la pente rocheuse vers l'eau. De la vapeur s'élevaient des sources chaudes naturelles qui se jetaient dans le courant principal. Clyde avait entendu parler de ces sources par d'autres cavaliers. Un territoire incertain, l'avait-il prévenu. Dangereux. Mais le danger lui semblait être exactement ce qu'il méritait. Le bruit des éclaboussures lui parvint avant qu'il ne les voie. 3 femmes dans l'eau, leurs cheveux sombres étalés comme de l'encre à la surface. La plus jeune le remarqua la première, ses yeux rencontrant les siens à distance avec une franchise qui lui serra la poitrine. Elle aurait dû crier, appeler à l'aide ou plonger sous l'eau. Au lieu de cela, elle pencha la tête et l'étudia avec ce genre de regard qui fait oublier à un homme comment respirer correctement. Perdue, lança-t-elle dans un anglais clair, sa voix portant un défi qui lui fit monter la chaleur au cou. La femme plus âgée, visiblement leur chef, posa une main protectrice sur l'épaule de la plus jeune. « Ayana, ne fais pas ça. » Mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Clyde, le jaugeant d'une manière qui le fit se sentir exposé bien qu'il soit entièrement vêtu. La troisième femme, d'un âge intermédiaire, se déplaçait dans l'eau avec la grâce fluide de quelqu'un qui sait se défendre dans un combat. « Il est seul », observa-t-elle, et quelque chose dans son ton suggérait que c'était significatif. Clyde leva lentement la main, montrant qu'il n'était pas armé. « Je ne voulais pas. Je peux partir. »« Le pouvez-vous » demanda la plus jeune, Ayana. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui le poussa à regarder son visage de plus près, une échymose le long de sa mâchoire. Fraîche, récente. Derrière elle, il remarqua ce qu'il n'avait pas vu auparavant. Des vêtements déchirés sur les rochers. Les signes d'un départ précipité. « Ils nous suivent toujours », dit la femme du milieu à voix basse aux autres, mais assez fort pour que Clyde l'entende. 3 heures de retard, peut-être moins. Les yeux d'Ayana croisèrent à nouveau les siens, et cette fois il le vit. Pas seulement de la défiance, mais une peur soigneusement maîtrisée. « Alors, cow-boy » dit-elle, l'eau clapotant autour de ses épaules. « Êtes-vous le genre d'homme qui fuit les ennuis ou qui va à leur rencontre ?» Le choix flottait dans l'air entre eux comme de la fumée. Astérisque astérisque astérisque. 3 jours de chevauchée acharnée avaient épuisé Clyde jusqu'à l'os et au regret. L'image du visage de ce fermier ne le quittait pas. La façon dont les yeux de l'homme s'étaient écarquillés lorsque le patron de Clyde avait ordonné l'expulsion. La façon dont ces mêmes yeux s'étaient vidés lorsque l'homme avait attrapé son fusil et que le partenaire de Clyde l'avait abattu. Légitime défense, ils avaient appelé ça, légal, avait-il dit. Mais Clyde savait que ce n'était pas vrai. Ils avaient poussé cette famille trop loin. Et maintenant, une femme était veuve et 2 enfants n'avaient plus de père. Les sources chaudes apparurent comme un cadeau d'un Dieu miséricordieux. La vapeur s'élevait des bassins naturels qui alimentaient la rivière principale, et le cheval de Clyde renifla de soulagement à l'odeur de l'eau. C'est alors qu'il entendit les voix. Des rires doux résonnant sur les parois du canyon. Clyde descendit de cheval discrètement, menant sa monture derrière un bouquet de mesquites. À travers les broussailles, il les vit. 3 femmes profitant de l'eau chaude en toute intimité. Leurs vêtements étaient pliés sur des rochers secs à proximité, avec ce qui ressemblait à des affaires emballées à la hâte. Ils devraient partir. Un homme décent ferait demi-tour et s'éloignerait sans un bruit. Mais il remarqua alors le tissu déchiré, la manière précipitée dont leurs affaires étaient éparpillées, et la façon dont la plus âgée ne cessait de jeter des regards vers l'embouchure du canyon comme si elle attendait une compagnie indésirable. Soudain, la plus jeune se retourna, ses yeux sombres trouvant sa cachette avec une précision déconcertante. Au lieu de l'alarme, ses lèvres esquissèrent quelque chose entre un sourire et un défi. « Vous comptez regarder toute la journée, cow-boy, ou avez-vous quelque chose d'utile à apporter ?» La chaleur inonda le visage de Clyde. Il sortit de derrière les mesquites, les mains levées. « Madame, je ne voulais pas m'immiscer. Je venais juste abreuver mon cheval. »« Vraiment ?» Elle se déplaçait dans l'eau avec une grâce assurée, apparemment nullement gênée par sa nudité. « Et je suppose que vous abreuvez toujours votre cheval de derrière les buissons. » La femme du milieu parla vivement en apache à sa compagne. Mais la plus jeune, qui ne pouvait avoir plus de 20 ans, haussa simplement les épaules. « Il nous a déjà vus, Senna. Autant savoir quel genre d'homme il est. » La plus âgée, de toute évidence leur chef, étudia Clyde avec des yeux calculateurs.
Vous fuyez quelque chose, dit-elle. Ce n'était pas une question. Ne le faisons-nous pas tous, répondit Clyde, surpris par sa propre honnêteté. Certains d'entre nous courent vers quelque chose, dit la plus jeune, son regard s'attardant sur son visage d'une manière qui lui assécha la bouche. La question est, que cherchez-vous ici, à part l'intimité pour votre culpabilité? Avant que Clyde ne puisse répondre, un son dériva le long du canyon. Des bruits de sabots. Plusieurs cavaliers se déplaçant rapidement. La confiance enjouée des femmes s'évanouit instantanément. Kira, siffla la chef. Sortez, maintenant. Mais il était déjà trop tard. Les cavaliers firent irruption dans la clairière comme une tempête de poussière et de cuir. 5 hommes, tous avec l'air dur des chasseurs de primes. Leur chef, un homme balafré aux yeux morts, descendit de cheval avant même que sa monture ne se soit complètement arrêtée. Tiens, dit-il d'une voix traînante, son regard passant des femmes dans l'eau à Clyde. On dirait qu'on a interrompu quelque chose d'intime. Kira avait réussi à saisir un morceau de tissu, s'enroulant dedans avec une dignité provocante. Ses sœurs se pressèrent contre le bord éloigné de la source, mais il n'y avait nulle part où fuir. « Mesdames, » continua l'homme balafré. « Vous nous avez mené une sacrée course. 3 jours à travers le désert m'ont coûté un bon cheval et une grande partie de ma patience. Nous ne vous connaissons pas, dit Ayana, sa voix ferme malgré les circonstances. L'homme rit, un son comme une pierre que l'on broie. Oh, mais moi je vous connais. Kira, Sena et Ayana de la bande Shirikawa. $50 chacune, livrée vivante à Fort Bowie. L'estomac de Clyde se retourna. Des chasseurs de primes. Homme intelligent, dit le chef, le reconnaissant enfin. La question est, faites-vous partie de ça ou êtes-vous juste un témoin malchanceux? Le poids de son fusil lui semblait lourd dans le dos. Mais il était en infériorité numérique, 5 contre 1. Ces hommes avaient l'air de tueurs, et d'après leur manière désinvolte, ils avaient déjà fait ça auparavant. Je ne fais que passer, dit Clyde prudemment. Bien. Alors ça ne vous dérangera pas de vous écarter pendant que nous récupérons notre marchandise. Les yeux de Kira croisèrent les siens à travers l'eau. Pas de supplication, pas d'imploration, juste un regard qui semblait dire, voilà qui vous êtes. Montrez-le-moi. Le souvenir du visage du fermier traversa l'esprit de Clyde. Un autre moment où il était resté sans rien faire, laissant des hommes plus forts prendre ce qu'ils voulaient. Une autre fois où il avait choisi la sécurité plutôt que sa conscience. De quoi sont-elles accusées, demanda-t-il. Le sourire de l'homme balafré s'élargit. Est-ce que ça a de l'importance? L'armée les veut et l'armée paie bien. Il fit un geste à ses hommes. Sortez-les de là et essayez de ne pas abîmer la marchandise. 2 des chasseurs de primes entrèrent dans la source. Sena attrapa une pierre tranchante au fond, mais les hommes étaient préparés à la résistance. L'un d'eux la gifla du revers de la main nonchalamment, l'envoyant s'étaler. C'est à ce moment que Clyde fit son choix. Son fusil était dans ses mains avant même qu'il n'ait consciemment décidé de bouger. Le clic métallique du levier d'armement résonna sur les parois du canyon, figeant tout le monde sur place. J'ai demandé, de quoi sont-elles accusées? L'homme balafré se tourna lentement, sa main planant au-dessus de son pistolet. Monsieur, vous ne voulez vraiment pas que ce soit votre combat. Peut-être pas, dit Clyde, sa voix plus stable qu'il ne le sentait. Mais j'ai fui les combats toute ma vie. Ça devient lassant à la longue. L'expression de Kira passa de la résignation à quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, ou peut-être de l'admiration. Quoi qu'il en soit, cela lui serra la poitrine d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur. Les yeux du chasseur de primes se plissèrent. Un fusil contre 5. Mauvaise côte, cow-boy. Peut-être, convint Clyde. Mais je n'ai besoin d'en tuer qu'un seul d'entre vous pour changer considérablement ses côtes. Le silence s'étira comme une corde tendue, prête à se rompre. La main du chasseur de primes balafré s'approcha de son pistolet. Vous savez quel est votre problème, cow-boy? Vous ne comprenez pas la situation. Éclairez-moi, dit Clyde, gardant son fusil pointé sur la poitrine de l'homme. Ces 3-là ont tué une patrouille de cavalerie, tendu une embuscade à 6 bons soldats et les ont laissés pourrir sous le soleil du désert. Le sourire du chasseur de primes était cruel. Toujours aussi héroïque? La certitude de Clyde vacilla. 6 soldats morts. Cela changeait tout. Mais quand ses yeux trouvèrent Kira dans l'eau, elle secoua la tête presque imperceptiblement. Le mensonge vous vient facilement, dit-elle,
sa voix portant à travers la source avec une dignité tranquille. Ce doit être l'habitude. Vous me traitez de menteur, Apache? Le visage de l'homme balafré s'assombrit. Je vous appelle ce que vous êtes, répliqua Kira. Un homme qui fait le commerce de chair humaine pour de l'argent. Sena parla rapidement en Apache à ses sœurs. Ayana hocha la tête, puis s'adressa directement à Clyde. Ces soldats sont morts de la fièvre. Nous avons essayé de les aider. C'est notre crime, avoir fait preuve de pitié envers des hommes mourants. Le chasseur de primes cracha dans la poussière. Jolie histoire. Ça ne changera rien aux $50 sur chacune de vos têtes. Clyde sentit le poids familier du doute s'installer dans sa poitrine. Allait-il mourir pour 3 femmes qu'il ne connaissait pas? Des femmes qui pourraient être des tueuses. Mais alors Kira bougea légèrement dans l'eau et la lumière du soleil attrapa les échymoses le long de ses côtes. Des fraîches, des récentes. Le même motif qu'il avait vu sur des prisonniers battus et des épouses maltraitées. Comment ont-elles eu ces marques? Demanda-t-il doucement. Le silence du chasseur de primes fut une réponse suffisante. Vous les chassez depuis 3 jours, continua Clyde, les pièces du puzzle se mettant en place. Vous les avez poussées à bout. Pas beaucoup de nourriture ou de repos pour des prisonnières, j'imagine. La prime dit, vivante, pas confortable, dit l'un des autres chasseurs en riant. Les yeux de Kira croisèrent à nouveau ceux de Clyde, et cette fois il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Pas seulement de la gratitude, mais de la reconnaissance. Elle voyait en lui la même lutte qu'il voyait en elle. Le poids des choix qui ne pouvaient être repris. Je vais vous dire quoi, cow-boy, dit l'homme balafré. Baissez ce fusil et partez. On vous laissera même garder privé ce que vous avez vu ici. Personne n'a besoin de savoir que vous profitiez de la vue. La chaleur monta dans la poitrine de Clyde à cette insinuation. La façon désinvolte dont ces hommes parlaient des femmes comme si elles étaient du bétail à rassembler et à vendre. Contre-offre, dit Clyde. Vous remontez à cheval et vous partez. Laissez les femmes tranquilles. Impossible. L'argent est trop bon. Alors nous avons un problème. La tension s'intensifia. Le doigt de Clyde reposait sur la gâchette, son épaule lui faisait mal à force de tenir le fusil. 5 contre 1. Les mathématiques étaient brutales. C'est alors que Kira fit quelque chose qui changea tout. Elle se leva dans l'eau, non pour fuir ou se cacher, mais pour s'approcher de la position de Clyde. L'eau coulait de ses cheveux, et son menton était levé dans un défi qui lui coupa le souffle. Si vous allez vous battre pour nous, dit-elle doucement, alors nous nous battrons ensemble. Astérisque astérisque astérisque. Les yeux du chasseur de primes suivirent Kira alors qu'elle se déplaçait dans l'eau vers le rivage. Ses mouvements étaient fluides malgré la douleur évidente de ses blessures. Audacieux, stupide, mais audacieux. Clyde gardait son fusil pointé sur l'homme balafré tout en surveillant les autres du coin de l'œil. 2 étaient encore près de leurs chevaux. Un s'était déplacé pour flanquer à gauche. Un autre se glissait vers les affaires des femmes sur les rochers. À mon avis, continua le chef, vous avez peut-être 30 secondes avant que ça tourne mal pour tout le monde. Lâchez le fusil et on fera ça vite. Vite pour qui? Kira avait maintenant atteint les eaux peu profondes, l'eau clapotant autour de ses chevilles. Elle attrapa sa robe déchirée sur les rochers, l'enfilant par-dessus sa tête avec une efficacité habituée. Vous nous traquez depuis 3 jours. On dirait que vous aimez la chasse plus que la capture. La fille a du répondant, dit l'un des chasseurs de primes. Ce sera amusant de la faire taire. Le doigt de Clyde se crispa sur la gâchette. Attention. L'homme balafré leva une main vers ses hommes, mais son sourire ne vacilla jamais. Voilà ce qui s'est vraiment passé, cow-boy, puisque vous semblez intéressé par la vérité. Ces 3-là étaient avec une bande qui a attaqué un chariot de ravitaillement, tué les conducteurs, volé des médicaments destinés à Fort Bowie. Les soldats qui sont allés chercher ces médicaments sont morts en les attendant. Ayana parla depuis l'eau. Les médicaments étaient avariés. Pourris. Nous les avons empêchés de livrer du poison à des enfants malades. Ce n'était pas à vous de décider, lança le chasseur de primes. Ni à vous, dit Kira, maintenant debout à côté de Clyde, assez près pour qu'il puisse sentir la chaleur qui émanait de sa peau. Sentir l'odeur de l'eau est quelque chose d'unique en elle. Mais vous l'avez fait quand même. Cette proximité était distrayante. Clyde se força à se concentrer sur les hommes armés plutôt que sur la femme à ses côtés, dont la présence semblait à la fois calmer ses nerfs et les disperser. Dernière chance,
dit l'homme balafré. Partez. Non, dit simplement Clyde. Les mots semblèrent le surprendre lui-même. Toute sa vie, il avait été l'homme qui partait, qui prenait le chemin sûr, le choix facile. Mais en regardant Kira, la fierté féroce dans ses yeux sombres, la façon dont elle se tenait prête à se battre bien qu'en infériorité numérique et moins bien armée, il sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Non, répéta le chasseur de primes. Vous m'avez entendu. La main de Kira effleura son bras si brièvement que cela aurait pu être accidentel, mais le contact envoya une décharge électrique à travers lui, et quand il la regarda, le regard qu'elle lui lança valait plus que tous les choix sur qu'il avait jamais fait. Alors vous mourrez avec elle, dit l'homme balafré et il dégaina son arme. Le fusil de Clyde aboya en premier, le coup résonnant contre les parois du canyon comme le tonnerre. Le chasseur de primes tourna sur lui-même et tomba, se tenant l'épaule, mais les autres bougeaient déjà, se dispersant avec une efficacité rodée. Les rochers, cria Kira, attrapant un pistolet de la ceinture de l'homme blessé. En hauteur. Clyde engagea une autre cartouche dans son fusil alors que les balles commençaient à voler. Le vrai combat venait de commencer. Astérisque, astérisque, astérisque. Les balles claquèrent contre les rochers au-dessus de leur tête tandis que Clyde et Kira grimpaient la pente abrupte. Derrière eux, Senna et Ayana s'étaient mises à l'abri derrière un tronc d'arbre tombé, ripostant avec des pierres et les quelques armes qu'elles avaient réussi à saisir. « Combien de munitions te reste-t-il » demanda Kira, se pressant contre le rocher à côté de lui. Clyde vérifia son fusil. 8, peut-être 9. 4 hommes encore debout. Mauvaise mathématique. Une balle fit des étincelles sur le rocher à quelques centimètres du visage de Clyde, projetant des éclats de pierre. Il se baissa, parfaitement conscient de la proximité de Kira contre lui. Même au milieu d'une fusillade, sa présence envoyait de la chaleur dans sa poitrine. « Tu sais tirer » demanda-t-il. Elle lui montra le pistolet qu'elle avait pris au chasseur de primes blessé. « Assez bien, mais il ne reste que 3 balles. » Une autre salve de tir résonna dans le canyon. Les chasseurs de primes s'étaient dispersés pour tenter d'encercler leur position. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » dit Kira doucement, rechargeant le pistolet avec une efficacité habituée, sur la vraie raison pour laquelle ils nous veulent. Clyde engagea une autre cartouche dans son fusil. Ce n'est pas le moment des confessions. C'est peut-être le seul moment. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens. Mon père était un chef de guerre. Ces hommes, ce ne sont pas seulement des chasseurs de primes. Ils travaillent pour un homme qui veut nous utiliser comme appât. Appât pourquoi? Pour attirer mon père hors des montagnes. Pour mettre fin à sa résistance une bonne fois pour toutes. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent dans l'esprit de Clyde. Pas étonnant qu'ils veuillent les femmes vivantes. Pas étonnant qu'ils aient été si persistants dans leur chasse. Combien de guerriers viendraient pour vous? Demanda-t-il. Tous, la voix de Kira était lourde de savoir. Mon père sacrifierait toute sa bande pour sauver ses filles. Un nouveau son dériva le long du canyon. D'autres bruits de sabots. L'estomac de Clyde se noua. Des renforts. On dirait environ 6 cavaliers de plus, observa Kira, étonnamment calme. 10 contre 4. Ce sont des côtes vraiment terribles. Elle sourit à cette remarque. Une expression à la fois sombre et belle. J'ai vu pire. Les nouveaux cavaliers firent irruption dans la clairière en contrebas. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu de rejoindre les chasseurs de primes, ils se déployèrent en formation défensive. L'un d'eux cria quelque chose en apache. Les yeux de Kira s'écarquillèrent. C'est impossible. Quoi? Ce ne sont pas des renforts. C'est mon frère. En bas, la situation avait complètement changé. Les chasseurs de primes étaient maintenant pris entre la position de Clyde et les nouveaux arrivants. Des coups de feu éclatèrent de plusieurs directions alors que le canyon devenait un champ de bataille à 3 camps. Nous devons bouger, dit Clyde. Va rejoindre ton frère. Non. Kira lui attrapa le bras. S'ils nous voient ensemble, ils penseront que tu es avec les chasseurs de primes. Ils te tueront d'abord et poseront des questions après. La chaleur de son contact brûlait à travers sa manche. Alors, que suggères-tu? Fais-moi confiance, elle rencontra ses yeux. Et quand ce sera fini, trouve-moi. Avant qu'il ne puisse répondre, elle était partie, se faufilant à travers les rochers avec la grâce silencieuse de quelqu'un né dans ce pays rude. Clyde la regarda disparaître, se sentant plus seul qu'il ne l'avait été depuis des années.
Mais les combats en bas s'intensifiaient, et seul ou non, il avait encore un choix à faire. Astérisque astérisque astérisque. De son perchoir rocheux, Clyde observait la bataille se dérouler en bas comme une danse mortelle. Le frère de Kira et ses guerriers s'étaient abrités derrière leurs chevaux, utilisant des tactiques apaches qui transformaient le canyon en un labyrinthe de tirs croisés. Les chasseurs de primes, pris au milieu, apprenaient pourquoi ce peuple avait conservé son territoire pendant des générations. Mais le nombre comptait toujours. Même des combattants habiles pouvaient être submergés. Clyde compta 6 guerriers apaches, 4 chasseurs de primes encore debout, plus le chef blessé qui aboyait des ordres de derrière un rocher. Et quelque part dans ce chaos, 3 femmes qu'il avait juré de protéger. La chose intelligente à faire était de rester caché. Laisser les deux camps se détruire mutuellement, puis s'éclipser dans la confusion. Il pourrait être à des kilomètres d'ici au coucher du soleil, de retour à sa vie de vagabond sans autre responsabilité que lui-même. Le poids familier de la lâcheté s'installa sur ses épaules comme un vieux manteau. Puis il vit Kira. Elle se déplaçait à travers les rochers vers la position de son frère, mais l'un des chasseurs de primes l'avait repéré. L'homme suivait son mouvement avec son fusil, attendant un tir clair. Le propre fusil de Clyde était dans ses mains avant même qu'une pensée consciente ne prenne le dessus. Le coup de feu retentit à travers le canyon, et le chasseur de primes s'écarta de sa cible en tournoyant, se tenant à bras brisés. Le coup de feu attira l'attention. Plusieurs guerriers apaches se tournèrent vers sa position, leurs armes pointées dans sa direction. L'un d'eux, un jeune homme avec les yeux de Kira, cria quelque chose de sec en apache. Non. La voix de Kira porta clairement à travers la distance. Il est avec nous. Avec nous. Les mots frappèrent Clyde plus durement que n'importe quelle balle. La bataille tournait maintenant. Les chasseurs de primes, réduits à 3 combattants efficaces, étaient systématiquement éliminés par des guerriers qui connaissaient ce terrain comme leur poche. Ce serait bientôt fini. Mais le chef blessé n'avait pas terminé. De son abri derrière le rocher, il sortit un petit miroir, l'orientant pour capter la lumière du soleil, signalant que d'autres cavaliers arrivaient. Clyde pouvait les entendre maintenant, le tonnerre des sabots résonnant dans le canyon. Beaucoup de cavaliers. Kira avait atteint la position de son frère, mais elle regardait en arrière vers la cachette de Clyde. Même à cette distance, il pouvait voir le conflit dans sa posture. Elle appartenait à son peuple, mais quelque chose retenait son attention sur lui. La cavalerie, cria l'un des guerriers apaches en anglais. Les uniformes bleus apparurent à l'embouchure du canyon comme un déluge de vengeance. Au moins 20 soldats, peut-être plus, avec le genre de discipline qui pouvait transformer une victoire tactique en un massacre. Les apaches étaient piégés. Clyde baissa les yeux sur son fusil, puis sur la femme dont le courage lui avait montré ce qu'il pourrait être au lieu de ce qu'il avait toujours été. Le choix se cristallisa dans son esprit avec une clarté parfaite. Il pouvait rester caché et regarder Kira mourir, ou il pouvait se lever et mourir avec elle. En réalité, ce n'était pas un choix du tout. Clyde se leva de derrière les rochers, fusil à la main, et commença à descendre vers la bataille, vers la cavalerie, vers une mort quasi certaine, et vers la femme qui lui avait rendu son âme. Astérisque astérisque astérisque. La charge de la cavalerie dans le canyon était comme regarder le tonnerre prendre forme. 23 soldats sur des chevaux frais, sabres au clair sous le soleil de l'après-midi, fondant sur une poignée de guerriers apaches qui n'avaient nulle part où fuir. Clyde atteignit le fond du canyon juste au moment où la première salve de tirs de fusil éclata des deux côtés. Il plongea derrière un tronc d'arbre tombé où Sena et Ayana étaient toujours à l'abri. Les deux femmes le regardèrent avec un mélange de surprise et de respect. Homme blanc avec de la colonne vertébrale, dit Sena dans un anglais accentué. Chose rare. Ne me félicitez pas encore, répondit Clyde en vérifiant son fusil. Je pourrais bien nous faire tous tuer. La cavalerie avait la supériorité numérique et la discipline, mais les Apaches savaient utiliser le terrain. Ils s'étaient dispersés parmi les rochers, transformant la charge en un jeu mortel du chat et de la souris. Mais l'attrition favorisait l'armée. Clyde aperçut Kira et son frère près du bord de l'eau. Tous deux blessés mais combattant toujours. Un sergent de cavalerie avançait sur leur position, pistolet au poing, tandis qu'ils luttaient pour recharger. Sans réfléchir, Clyde quitta son abri et sprinta à découvert. Le sergent l'entendit arriver, se retourna et tira. La balle passa si près de l'oreille de Clyde qu'il en sentit la chaleur. Le plaquage de Clyde les envoya tous les deux rouler dans l'eau peu profonde de la source. Ils se battirent dans les bas-fonds, se disputant l'arme que le sergent avait laissée tomber.
L'homme était plus grand, plus fort, mais le désespoir donnait un avantage à Clyde. Le poing du sergent heurta la mâchoire de Clyde, envoyant des étoiles dans sa vision. Mais alors que le soldat attrapait son couteau, Clyde réussit à enrouler ses mains autour de la gorge de l'homme. Ils roulèrent plus profondément dans l'eau chaude, aucun ne voulant lâcher prise. Les poumons de Clyde brûlaient alors que le sergent lui forçait la tête sous la surface. L'eau remplit sa bouche, son nez. Puis des mains fortes le tirèrent vers le haut, haletant et s'étouffant. Kira se tenait au-dessus du sergent inconscient, tenant une lourde pierre qu'elle avait utilisée pour mettre fin au combat. « Un juste échange », dit-elle en aidant Clyde à se relever. « Tu m'as sauvé. »« Je t'ai sauvé. » Autour d'eux, la bataille touchait à sa fin. Les soldats de cavalerie restants appelaient à la retraite. Les chasseurs de primes étaient morts ou avaient fui. Les Apaches avaient gagné, mais à un coût terrible. Le frère de Kira s'approcha d'eux, le visage sombre. Il parla rapidement en Apache à sa sœur, puis se tourna pour étudier Clyde avec des yeux calculateurs. « Il dit que tu te bats comme l'un des nôtres », traduisit Kira. Un grand compliment de sa part. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Clyde. Kira regarda son frère. Puis de nouveau Clyde. Quelque chose passa entre eux. Une compréhension. Une décision qui allait tout changer. « Maintenant, dit-elle, nous allons découvrir si un homme blanc peut apprendre à vivre comme un Apache. » Astérisque astérisque astérisque. Dièse 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 3 mois plus tard. Clyde se réveilla au son de l'eau coulant sur des pierres lisses. Le camp Apache s'éveillait dans l'obscurité de l'aube. Et à côté de lui, Kira dormait avec l'expression paisible de quelqu'un qui n'avait plus à fuir. Les chasseurs de primes étaient morts depuis longtemps, et la cavalerie avait classé l'affaire des femmes après que Clyde eut témoigné sur les médicaments avariés et les soldats morts de fièvre, non de violence. Le fait qu'il portait un insigne lorsqu'il a donné ce témoignage a aidé. Adjoint du marshal Clyde Hargrove, nommé par un juge territorial qui appréciait les hommes prêts à défendre la justice. Mais les vrais changements étaient plus profonds que n'importe quel titre officiel. Clyde avait appris à pister silencieusement dans les forêts de pins, à lire les conditions météorologiques dans les formations nuageuses, à parler assez d'Apache pour faire rire Ayana de sa prononciation. Plus important encore, il avait appris ce que signifiait appartenir à quelque chose de plus grand que sa propre survie. Kira s'agita à côté de lui, ses yeux sombres s'ouvrant pour rencontrer les siens dans la lumière grandissante. « Des regrets » demanda-t-elle doucement. La question qui était devenue leur rituel matinal. Clyde y réfléchit honnêtement. Non. Juste d'avoir mis si longtemps à trouver le courage. Elle sourit et traça du doigt la cicatrice sur sa mâchoire, là où le sergent de cavalerie l'avait marqué. Ce jour-là à la source. Qu'est-ce qui t'a fait rester? C'était la première fois qu'elle le demandait directement. Clyde repensa à ce moment, la voyant debout dans l'eau, provocante et belle et absolument incassable. Toi, dit-il simplement. La façon dont tu m'as regardé, comme si je pouvais être meilleur que je ne l'étais. Et l'es-tu? Au lieu de répondre avec des mots, Clyde la serra plus près, l'embrassant avec le genre de tendresse qui vient quand on a quelque chose qui vaut la peine d'être perdu. Quand ils se séparèrent, son sourire lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir sur l'homme qu'il était devenu. Dehors, le camp était maintenant complètement éveillé. Les rires des enfants se mêlaient aux voix basses des adultes se préparant pour une autre journée dans leur vallée cachée. C'était une belle vie, une vie pour laquelle il valait la peine de se battre. Alors qu'il marchait main dans la main vers les feux de cuisine, Kira lui serra doucement les doigts. Étrange de penser que tout a commencé parce que tu avais besoin d'eau pour ton cheval. Clyde rit, se souvenant de cet homme désespéré qui fuyait sa propre conscience. Je chevauchais près de la rivière, dit-il, reprenant l'histoire qui était déjà devenue une légende autour de leur feu. Il a trouvé 3 femmes apaches se baignant en secret et a perdu son cœur pour l'une d'elles, termina Kira en se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. Le soleil se leva sur les montagnes, peignant le monde de nuances d'or et de promesses. Quelque part derrière eux se trouvait la vie que Clyde avait abandonnée. Devant s'étendaient des années de matin comme celui-ci. Rempli d'amour, de but et de ce genre de paix qui ne vient que lorsqu'on choisit enfin de se lever et de se battre. Il avait trouvé sa maison. Astérisque si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable où le destin et le courage se heurtent de manières inattendues. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour nous, Astérisque.